Bienvenue à tous les trois. On va passer une demi-heure pour parler d'IA et pour parler d'art. Ma première question, alors je vais commencer avec toi Déborah, Jonathan, et puis je terminerai avec toi Pierre parce que je me doute de ta réponse. Mais première question, est-ce que vous utilisez tous les jours l'IA? Alors toi pour écrire ou toi pour, je sais pas, avec tes équipes, comment ça se passe? Déborah, peut-être tu commences? Oui, dans le jeu vidéo, on utilise tous les jours l'IA. Alors après, il y a différents types d'IA. Et sur l'IA générative, elle n'est pas obligatoirement utilisée encore aujourd'hui pour la production des jeux, pour plein de questions de droit, etc. Mais tout le monde est incité à l'utiliser au quotidien pour se l'approprier, pour préparer le futur. Donc déjà, on a une prise en main. Moi, je l'utilise beaucoup pour mes recherches, en fait. Et aussi pour... et là, dans mon prochain roman, j'ai des articles de journaux qui datent du 19e siècle. Et vu que c'est des... Comment dire? Pour tout ce qui est très charté, pour tout ce qui est très codé, c'est quand même très pratique. Et donc, ça m'aide beaucoup à écrire. Donc, cette partie-là, la partie codée, la partie chartée, ouais, je l'utilise justement pour générer du texte. Pierre, alors peut-être en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas le collectif Obvious. C'est un collectif d'artistes. Et l'IA, c'est quoi? C'est votre pinceau? C'est votre toile? Donc nous, on fait partie. Nous, on a un trio d'artistes qui s'appelle Obvious. Donc on fait de l'art avec des algorithmes d'intelligence artificielle depuis 2017. Donc la préhistoire. La particularité, c'est que donc on utilise des algorithmes de machine learning dans plein de types de créations, mais principalement de l'art plastique, de l'art contemporain. Donc on est des artistes signés en galerie, etc. Donc pour répondre à la question, bien évidemment, j'utilise ces algorithmes au quotidien. Et en gros, on essaye de prendre principalement des produits issus de la recherche, donc des algorithmes open source, et de voir quelle manière créative on peut avoir de les utiliser. Et la particularité, c'est qu'on a aussi un laboratoire de recherche et donc on essaye d'inventer aussi les algorithmes de demain avec comme inspiration principale les ateliers de la Renaissance où art et sciences étaient intimement liés. On essaie de recréer un espèce de système comme ça. L'IA, si on s'est amusé un peu, et on l'a sans doute tous fait, si on s'amuse un peu, on arrive, en tout cas moi à mon petit niveau, je ne suis pas un spécialiste du prompt, mais j'arrive peut-être à créer une photo. C'est loin d'être une œuvre d'art. La question qu'on se pose finalement, l'IA au service de la création ou du créateur, j'ai envie de vous la poser directement. C'est un outil, c'est un assistant, c'est un créateur, un co-créateur avec vous. Comment vous voyez les choses? Chez Ubisoft, nous, on voit vraiment l'IA comme un outil au service du créateur et certainement pas au service de la création. Donc notre plus grosse richesse, c'est nos talents. Et finalement, il faut voir l'IA comme un assistant, comme un outil, comme on a pu le faire avec les différents logiciels, comme on le fait avec l'ordinateur, avec le téléphone. Et c'est pas parce qu'on a une IA à notre portée qu'on devient d'un seul coup un artiste. Par contre, ça peut être notre pinceau. Et l'art, c'est notre singularité. Donc en fait, c'est comment chacun va pouvoir utiliser cet outil et en fonction de notre sensibilité propre. Moi-même, avec les meilleurs outils du monde, je ne vais jamais créer une œuvre d'art. Mais quelqu'un qui a cette sensibilité pourra, grâce à l'IA, beaucoup plus finalement créer des objets. Alors ça peut être une photo, ça peut être une image, ça peut être un texte qui aura une sensibilité et qui pourra être défini comme de l'art. Je ne sais pas lequel des deux artistes veut prendre la suite. Pour écrire un bouquin, je peux dire... à une IA, écris-moi un roman de tant de signes à la manière d'eux. Stendhal, on prendrait ici. J'étais en train d'écouter ce que disait Déborah et je me disais comment je vais dire quelque chose d'autre parce que c'est très bien dit ce qu'elle a dit. Mais c'est le terme d'outil, mais je réfléchissais pour moi, c'est un peu le moment où l'appareil photo est arrivé. C'est-à-dire comment est-ce qu'on mémorise le mieux une image? C'est au travers d'une photo, avant on le faisait au travers d'un tableau et maintenant on a un outil qui est beaucoup plus pratique et qui permet de le faire beaucoup plus facilement. Et du coup, se pose la question, est-ce que toutes les photos sont légales de tableaux de la Renaissance hyper réalistes? C'est à vous de juger, je ne répondrai pas. Mais pour moi, on a cette chose-là qui dit, ils arrivent à reproduire fidèlement ce qu'on lui demande. Donc typiquement, tu lui demandes de faire un roman à la manière de Stendhal, eh ben, je pense qu'il va pouvoir analyser ce qui fait le style de Stendhal, et tu peux même lui demander une histoire à la manière de Stendhal. Mais est-ce que c'est de l'art et de la créativité?
Est-ce que typiquement, est-ce que si je reprends en photo quelqu'un qui a fait une nature morte, est-ce que je suis créatif à ce moment-là? Est-ce que la photo vaut le tableau de la nature morte? Moi, j'ai envie de dire, moi, à cette question, je répondrais non, parce qu'au travers du tableau, il y a une sensibilité qui est mise, un savoir-faire, de l'artisanat, tout ça, et ces choses-là ne passent pas au travers de l'appareil photo. Et je ne vois pas finalement de meilleure comparaison que ça, mais donc je dirais non, ça reste un outil, mais c'est un outil qui permet de faire des choses qui, avant, auraient semblé comme de l'art impossible à atteindre. Tu n'es pas d'accord? Je suis complètement d'accord. C'est un outil fantastique et c'est un outil qui permet de créer des nouvelles choses. Pour revenir sur la question de pourquoi est-ce qu'on pose la question, est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est un artiste? En fait, ce qu'il y a derrière, c'est un problème de sémantique. C'est un problème du fait qu'il y a marqué intelligence artificielle et que dans intelligence, on calque une qualité humaine. Vous m'auriez dit, est-ce que votre ordinateur est un artiste? On aurait doucement rigolé. Et donc, en fait, le problème est qu'on personnalise, on personnifie cette intelligence artificielle pour plein de raisons qui existent et qu'on ne va pas expliquer aujourd'hui. Et donc, derrière la question, est-ce que c'est vous ou l'IA l'artiste? En fait, il y a une espèce de mauvaise manière de poser la question. Et donc, je rebondirai là-dessus en vous disant qu'il n'existe absolument aucun algorithme doué de sa propre conscience, doué de sa propre volonté. Et donc, de ce fait, toutes les personnes qui vous font croire qu'il existe des algorithmes qui ont cette volonté qui est propre à l'artiste et donc qui est souvent, en gros, le corollaire de l'art, en fait, sont des menteurs. Ce sont des gens qui jouent à ce qu'on appelle le turc mécanique, c'est-à-dire qui font semblant qu'un algorithme est capable de faire ça, alors qu'en fait, il contrôle la marionnette cachée en coulisses. Et donc, la question à se poser dans ce genre de cas, c'est qui est le marionnettiste? Est-ce que c'est l'artiste parce que ça l'amuse et que ça lui permet de créer une œuvre? Est-ce que c'est un producteur qui va permettre de diviser ses coûts par 4? Est-ce que c'est encore quelqu'un d'autre avec une autre vision? Mais il n'existe pas d'algorithme qui est conscient. Et donc, de ce fait, la question de qui est l'auteur, est-ce que c'est vous l'artiste ou est-ce que c'est l'algorithme, elle n'a pas de sens. J'avais quasiment prévu à la fin de cette demi-heure de parler de demain. J'ai écouté un podcast il y a quelques jours dans lequel il racontait quasiment la préhistoire de l'informatique et les informaticiens espéraient arriver un jour à faire qu'un ordinateur puisse jouer au jeu de dames avec moi. Donc je suis tout seul, je joue avec mon ordinateur. On a vu aujourd'hui que, évidemment, le jeu de dames, maintenant, on peut faire beaucoup, beaucoup plus. Mais donc, ce qui pose la question du temps, est-ce que demain, tu as commencé il y a 7 ans dans l'IA, demain, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous excite d'une certaine manière? Préoccupe? Déborah? Non, moi, ça ne m'inquiète pas. Je trouve que on a tous... Là, ici, on a tous vécu l'arrivée du smartphone. Quand le smartphone est arrivé, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire avec. Et puis, 10, 15 ans plus tard, c'est notre doudou et on vit avec. Mais on ne savait pas. Avec l'IA, c'est un peu pareil. On ne sait pas aujourd'hui. On se l'approprie. On verra. C'est hyper excitant parce que on parle beaucoup de gains de productivité avec l'IA. Et en fait, est-ce que ça va nous remplacer ou est-ce que ça va nous aider? Moi, j'ai l'impression que comme d'autres outils technologiques avant, ça va peut-être remplacer certaines tâches, mais ça remplacera d'abord les tâches les plus fastidieuses. Ça va permettre de dégager du temps pour faire encore plus. Donc en fait, c'est plutôt regarder les bénéfices plutôt que d'avoir peur et de se cramponner à ce qu'on a aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans le jeu vidéo, dès qu'il y a une nouvelle technologie, c'est vraiment ça l'état d'esprit. C'est embrasser cette technologie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de génial avec. Et en l'occurrence, avec l'IA générative, bien sûr, il y aura les gains de productivité. Dès qu'on parle de production d'images, dès qu'on parle de production de scénarios de jeux, même de dialogue à l'intérieur des jeux, etc. Ou de création d'environnement, même sur le code lui-même, sur la programmation informatique. Ça, c'est les gains de productivité, je dirais, que tout le monde va avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va faire de nouveau, inventer de nouvelles façons de jouer, étonner les gens par des nouvelles expériences. Alors, je ne suis pas un grand joueur, mais quand je joue aux jeux vidéo aujourd'hui et quand j'y jouais ado, quand j'étais ado, il y avait une limite du monde de Mario, je ne pouvais pas aller plus loin. Alors, parfois, il y avait des jeux dans lesquels il y avait des petites portes avec des univers nouveaux. Je me dis qu'avec l'IA, demain, le jeu vidéo, il n'aura plus de limite. Au fur et à mesure que je vais avancer,
la machine toute seule va créer un univers. C'est déjà le C'est cas. déjà le cas, hein. Google a récemment sorti un papier extrêmement intéressant autour d'un grand pan de la recherche qui s'appelle les Word Models. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que je génère en direct des jeux vidéo pour les gens. Et donc, en gros, en ce moment, c'est un domaine de recherche qui explose. Et très, très vite, voilà, je ne veux pas parler à la place de Ubisoft, mais j'imagine que dans l'industrie du jeu vidéo, vous aurez des expériences qui seront personnalisées. Aujourd'hui, il y a déjà des pilotes avec, en gros, des algorithmes de langage pour des interactions de dialogue. Mais bientôt, vous vous baladerez dans un désert qui ne sera que le désert qui aura été généré pour vous. Le mien. Oui. Et là, on sera dans un jeu vidéo sans limite, finalement, c'est ça? Non, là, je pense que tu parles d'expériences qui seront plus personnalisées, en fait. Et en fait, la production de tous ces contenus, par exemple, pourrait être automatisée, donc on pourra en avoir plus. En fait, il y a quasiment 20 000 jeux vidéo qui sortent chaque année, aujourd'hui, sans l'IA générative, d'accord? C'est énormissime. Mais parmi ces 20 000, il y en a une soixantaine qui font un chiffre d'affaires de plus d'1 million. Et finalement, il y en a encore moins qui sont les blockbusters dont on entend parler. Donc en fait, peut-être qu'il y aura pléthore de jeux vidéo créés par des IA. Super. Est-ce qu'ils vont tous avoir du succès? J'en sais rien. Est-ce qu'ils seront tous intéressants? J'en sais rien. Est-ce qu'ils vont tous apporter des innovations ou des vraiment radicales qui permettront d'avoir des nouvelles façons de jouer? J'en sais rien. Dans ma bibliothèque, j'ai déjà des livres qui ont été écrits par une IA. J'allais dire, justement, j'allais rebondir là-dessus. Il y a un sujet sur lequel je veux Parle bien rebondir, dans et le après je micro. vais parler des livres. Pardon, je vais parler des livres de l'IA. Non, je pensais, parce qu'on a fait une pré-conférence avec toi, Déborah, et je m'en rappelle, tu as les tableaux des lapins crétins en arrière-plan. Et je me posais la question, j'étais genre, est-ce qu'une IA pourrait faire. Est-ce que tout le monde connaît le lapin crétin? Oui, vous voyez à quoi ça ressemble, un lapin crétin? Bon. Et je me disais, ce qui est drôle avec le lapin crétin, c'est que c'est des formes qui sont disgracieuses en soi quand on regarde. Je veux dire, il a l'œil qui est presque sur le bord du visage. C'est l'anti-charte, si on devait y réfléchir. Et pour moi, et pourtant ça a fait un succès fou. Enfin, là, moi je m'en rappelle, j'y jouais, j'étais absolument fanat. Et je me disais, enfin moi en tout cas ce que j'ai vu, et là on va pouvoir parler des romans écrits par l'IA, c'est comme je dis, ils sont toujours à l'intérieur d'un code. Et je parle pas du code software, je parle du code qu'on leur a donné de qu'est-ce qui fait un bon roman. Et pareil, si on posait la question de la figure du lapin crétin et qu'on demandait est-ce que c'est une bonne figure, est-ce que c'est une bonne mascotte, à l'époque où il n'y avait pas eu le succès, évidemment, rétrospectivement, on dirait oui. Mais à l'époque, je ne suis pas sûr que c'était une évidence, en tout cas au moment où ça se discutait. Et je pense que l'IA n'aurait pas fourni une telle figure parce qu'elle aurait dit elle est disgracieuse. Quelque chose de disgracieux ne peut pas avoir du succès. Et c'est pour ça qu'on voit aucun roman à l'IA. Là, on parlait des jeux vidéo faits par l'IA, que je suis pas mal. Mais c'est pour ça que je pense que pour le moment, en tout cas, aucun roman à l'IA ne peut fonctionner parce que dans les romans qui fonctionnent, on a parlé de la définition de l'art, l'art est beau dans son imperfection. Et ça vaut aussi bien pour le jeu vidéo que pour la littérature, que pour le cinéma. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai travaillé un petit peu dans la télé, et c'est le problème, c'est qu'ils cherchent le produit parfait qui plaira à tout le monde, et que du coup, c'est ça qui fait qu'on se tape des téléfilms d'une qualité très moyenne. Parce que le but, c'est pas de plaire aux gens, le but, c'est de ne pas déplaire aux gens. Et je pense que l'art, en tout cas comme je le vois, l'art qui touche, l'art qui arrive à séduire, l'art qui arrive à se démarquer, c'est un art qui n'a pas peur de prendre des risques. Je regarde récemment la série Sévrance, c'est une série qui prend des risques tout le temps. Et pour moi, c'est ce qui explique son succès. Et en tout cas, alors, on avait déjà un peu parlé de ça avec Pierre. C'est oui, tu vas dire que c'est un LLM, mais on peut gérer les risques, non? Enfin, l'imperfection, Pierre, j'ai vu que ça te faisait réagir comme mot. Non, oui, l'art, je l'ai c'est vu fait pour sauter sur son interpeller siège. quand même. Alors, C'est fait pour interpeller l'art. Je suis d'accord avec le constat, je suis pas d'accord avec le fatalisme qui dirait que les algorithmes, en gros, nous font que de la soupe. En fait, ils font que de la soupe quand vous les pressurisez pas. En fait, si vous allez chercher les limites des modèles, si vous essayez de chercher, par exemple, si vous voulez écrire un texte avec ChatGPT et que vous lui dites bah, « écris-moi un texte à la façon de Stendhal bah, », ça vous donne quelque chose de mièvre. Par contre, si vous êtes écrivain et que vous connaissez les règles et que vous êtes capable de, en gros, pousser les frontières du modèle, que ce soit dans l'image, que ce soit dans la vidéo, que ce soit dans la réalisation, il y a plein de manières de trouver des nouvelles esthétiques, de trouver des nouveaux modèles, de trouver des propres grammaires. Et c'est ça qui est intéressant. Donc bien évidemment, si on parle, comme on le disait juste avant, des gains de productivité, moi ça ne m'intéresse pas vraiment. Pouvoir produire une image plus vite, bien évidemment que dans l'industrie de la créativité, dans les agences de pub, aujourd'hui, ils vous font des images beaucoup moins chères, beaucoup plus vite, et tout le monde est content. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est est-ce que
créer avec des algorithmes, c'est possible. Est-ce que c'est possible de créer des choses intéressantes, des choses nouvelles, des choses qui sont radicalement différentes? Et là où je me pose en faux, c'est que je pense qu'aujourd'hui, si on voulait créer les lapins crétins, eh ben, en fait, on aurait été capable, en ayant une équipe d'humains qui se dit, OK, comment est-ce que je vais pouvoir demander des choses nouvelles à l'algorithme? Comment est-ce que je vais pouvoir le tweaker? Et là, un jour, quelque chose va sortir, ça va passer par les graphistes, ça va revenir. Et en fait, c'est pas des workflows ou c'est pas des oracles, les algorithmes. C'est vraiment des workflows où il faut les interroger, revenir, interroger d'autres personnes, revenir, les critiquer. Et quand vous avez ce genre de workflow, alors vous avez des œuvres qui, selon moi, ont un sens et un intérêt. Alors, pardon Déborah, mais je ne suis pas du tout un spécialiste du prompt, mais quand tu utilises le mot critiquer un algorithme, comment on critique un algorithme? Juste le prompt engineering, c'est juste un moyen d'utiliser des algorithmes grand public, donc c'est-à-dire ChatGPT, Midjourney. Si vous êtes un peu intéressé par le sujet, très vite il va falloir coder. Très vite, il va falloir aller dans les algorithmes open source, avoir des compétences de Python, aller sur Hugging Face, essayer de tweaker les modèles. Donc bien évidemment, si vous restez, et encore si vous restez sur Midjourney, vous pouvez faire des choses bien. Mais en fait, n'oubliez pas qu'il existe plein d'autres moyens d'interagir avec des algorithmes qui ne passent pas par du prompt engineering. C'est juste ça que je dis. Déborah, tu voulais réagir? Ouais, en fait, non, je voulais rebondir sur l'aspect créativité et art. Parce qu'en fait, on demande est-ce que l'IA est artiste, mais surtout est-ce que l'IA est créative? Et on a souvent tendance à dire non, mais peut-être qu'on met un peu trop de poids dans ce que ça veut dire la créativité. Pendant très longtemps, par exemple, moi qui suis business, je me suis dit mais non, moi je suis pas créative. Hein. Je sais pas chanter, je sais pas dessiner, je sais pas peindre, enfin, je sais pas faire ce qu'un artiste sait faire. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'en business, quand je faisais des négociations, des contrats, etc., j'étais super créative en business. C'est une forme d'art, oui. C'est une forme d'art. Et finalement, petit à petit, en évoluant dans cette industrie du jeu vidéo, je me suis rendu compte que je pouvais aussi avoir d'autres idées qui dépassaient le seul cadre business. Et finalement, la créativité, très souvent, c'est mettre en lien des choses qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble et créer quelque chose de nouveau à partir de ça. Donc là, la créativité, c'est génialissime. Et en fait, c'est à la portée de beaucoup plus de monde qu'on ne pense. Et les IA, elles savent faire ça si on leur dit de faire ça. Donc ça dépend de ce qu'on leur demande. Mais même si on reste sur des IA très grand public, même sans coder, en fonction de ce qu'on lui demande, si on lui dit « donne-moi 20 idées qui mélangent, donc 20 idées de jeux vidéo qui mélangeraient la technologie voxel avec des modèles de langage, par exemple, et sois folle, va au-delà des limites, ne te pose pas de cadre. » Mais en fait, peut-être que dans les 20 idées, il y en a une ou deux qui ne sont pas si idiotes que ça et que ça vaudrait le coup de creuser. Donc, en ce sens, elle peut être créative. Mais il faut un humain derrière pour prendre la succession et faire aboutir. Je rejoins peut-être ce que tu disais tout à l'heure, Jonathan. À cette demande-là, on aura tous la même réponse. Donc, on aura tous les 20 mêmes réponses. Donc, on va tous sortir le même produit. C'est peut-être ça, non? Non, pas du tout. Non, je pense qu'elle a raison, mais il y a l'idée. Alors moi je suis voilà, j'admets, je suis un grand joueur de jeux vidéo et de jeux de société, j'adore. Je sais pas, ça me bouleverse l'esprit et on voit quand même. Et moi j'adore les jeux indépendants, hein, donc je parle même pas des grands jeux comme Ubisoft, mais on voit quand même qu'il y a des formules qui reviennent. Alors il y a des tweaks, et je veux dire même pour les romans finalement, il y a un certain nombre de types de romans et il y a des petits twists dessus, mais pour moi le jeu vidéo finalement ça se rapproche beaucoup dans la jouabilité. Et c'est pour ça que quand tu me dis découvrir un nouveau type de jeu vidéo, explorer un nouveau type de jeu vidéo qui est complètement pas fait, pour moi ce serait comme dire écrire un nouveau type de roman qui a jamais été fait. Et je suis genre, honnêtement, si l'IA y arrivait, enfin je veux dire ça fait plusieurs siècles qu'il y a des auteurs qui se cassent la tête dessus, hein, parce que franchement ça n'arrive pas. Il y a un côté, et c'est ce dont on parlait avant, il y a un côté cycle, en tout cas dans la littérature, moi qui connais bien ce domaine, qu'on voit, je veux dire, bon, par exemple en ce moment, pour moi en tout cas, le polar est un petit peu en train de sortir, et c'est les livres un petit peu feel good qui arrivent. Et ça c'est un cycle. Le polar part, le polar revient, il y a quelque chose d'autre qui remplace, et voilà. Et personnellement, je trouve ça intéressant. Et dans les jeux vidéo, je vois ça aussi un peu, ce côté cycle. Pardon. Est-ce que pour écrire la meilleure écrivaine du monde,
de temps en temps, tu t'es couché le soir, alors peut-être avec ChatGPT ou un autre, en disant fais-moi le chapitre suivant. Alors, Et alors, n- c'était peut-être pas la peine d'attendre 2 heures. Dans les 20 secondes, il était peut-être là. Mais est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as comparé? Alors, j'ai essayé pour la meilleure écrivaine du monde. Non, je vais juste finir ça et ensuite après je réponds à ta question. Mais pour moi, il y a un côté cycle et du coup, c'est même l'IA. Enfin, je veux dire, nous, on n'arrive pas à anticiper ce qui va marcher demain et je vois pas comment l'IA pourrait parce que la société bouleverse en permanence et elle a des demandes. Voilà. Et donc, à ta question, est-ce que est-ce que j'ai généré des histoires dans mon histoire, dans la meilleure écrivaine du monde, l'IA écrit des petites nouvelles qu'elle soumet à son programmeur et son programmeur les critique. Et au début, je voulais que les premières nouvelles, celles qui ne sont pas très développées, celles qui sont censées être pas terribles, parce qu'elle a une évolution de son écriture au fur et à mesure du roman, je voulais qu'elles soient vraiment écrites par l'IA. Et l'IA, en tout cas à l'époque où je le faisais, donc on était en mai 2023, donc au balbutiement en tout cas de son arrivée grand public, c'était vraiment pas très bon. Et en même temps, je choisissais de ne pas trop le charter. Je choisissais de lui laisser quand même de la liberté, où je lui donnais les mêmes instructions que le programmeur donne à son IA, et c'était tellement mauvais, en tout cas pour moi, que j'étais genre je ne peux même pas m'en servir comme base sur lequel monter. Enfin, je veux dire, je n'ai pas envie de mettre ça dans mon roman, alors que j'en avais l'intention. Et finalement, je l'ai écrit moi-même, et c'était un exercice assez drôle parce que je critiquais mes propres écrits. C'était bref. Pour moi, c'était assez cathartique. Mais du coup, non. En tout cas, à l'époque, ça ne fonctionnait pas, mais je lui donnais très peu d'instructions. Et là où l'IA fonctionne le mieux, et à l'époque, je ne le savais pas encore très bien, mais là où l'IA fonctionne le mieux, c'est quand on lui donne énormément d'instructions. Quand on la guide énormément, et c'est un peu ce que disait Déborah, quand il y a déjà une volonté artistique qui est là, et que l'IA arrive à nous faciliter le travail en tant qu'outil. C'est-à-dire, il ne va pas nous générer n'importe quelle photo, on va lui demander de générer une photo très précise avec ça, avec ça, à cet endroit-là, ce cadre-là et ce genre de choses. Et plus la photo qu'on lui demande est précise, si on lui demande de respecter les proportions agréables de la photo, par exemple, et ben là tout de suite il va faire une plus jolie photo, parce qu'il connaît les proportions agréables. Pierre, c'est ça, c'est pas un outil de flemmard? Non, 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 non. Moi, j'ai quelque chose dont j'ai envie de parler un petit peu, c'est l'économie de la création. En fait, dans les années 70, si vous étiez un rappeur, par exemple, dans les 90, si vous étiez un rappeur, pour enregistrer un album, c'était des centaines de milliers de dollars. Pourquoi ça? Parce que vous deviez aller au studio, vous deviez enregistrer des heures, parce qu'il fallait enregistrer les instruments. Et en fait, un truc qui est apparu et qui a vraiment fait que l'industrie du hip-hop s'est développée aujourd'hui, c'est l'apparition du home studio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes un artiste, vous êtes capable d'écrire vos musiques, vous êtes capable, grâce à des tutos internet, de produire vos propres musiques, vous êtes capable de l'enregistrer, de faire des maquettes, puis d'aller dans un studio, de payer quelques centaines d'euros et d'avoir un album qui est diffusé sur les plateformes. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, et une raison pour laquelle je suis extrêmement enthousiaste pour le futur de la création, c'est qu'il y a plein de gens qui sont extrêmement talentueux dans une vision artistique, mais qui n'ont pas forcément les compétences, ce qu'on appelle généralement les hard skills, pour développer cette vision artistique, c'est-à-dire faire de la 3D, faire de la musique, faire de l'image, faire de l'écriture. Et donc moi, ce sur quoi je suis extrêmement impatient, c'est d'avoir des créations qui soient totales, par des artistes qui ont des visions et qui ont, grâce à ces outils-là, la capacité d'aller directement au public, c'est-à-dire un écrivain qui déciderait d'illustrer en même temps son roman, pas forcément juste de l'illustration directe, mais de l'ambiance, créer une piste musicale qui irait directement avec le roman, et puis après peut-être une exposition avec des éléments en 3D qu'il aurait lui-même créés. Et ça, c'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines années, et je pense que ça nous permettra de découvrir des talents créatifs et qui vous proposent des visions créatives holistiques, comme certains sont capables de le faire dans des très grosses industries, mais pour des millions de dollars. Et bien là, en fait, pour quelques pécules bien différents, et ben en fait, vous aurez des propositions créatives qui seront complètement holistiques. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je suis très excité. Et ça rejoint ce que tu disais juste avant. Super enthousiaste, finalement ça va libérer la créativité. C'est ça qu'on dit aussi quand on a des salariés chez Ubisoft, utilisez cet outil pour ce qu'il est, mais pour libérer votre créativité. Oui, en fait, c'est libérer votre créativité, vous rendre compte finalement, vous pouvez avoir des idées et ces outils peuvent vous permettre de les traduire, mais aussi déléguer à l'IA les tâches que vous pouvez lui déléguer pour pouvoir libérer du temps et du temps de cerveau pour faire des choses qui seront plus intéressantes pour vous et qui seront plus innovantes, qui sauront plus surprendre et qui permettront aussi de vous démarquer de ce qui sera complètement délégué aux outils. Un choix d'allocation du temps de cerveau disponible qui va être très intéressant finalement, c'est ça?
Ouais, complètement, ouais. Il reste 4 minutes, pile. J'ai pas prononcé le gros mot encore, biais. On sait tous que dans l'IA, c'est des mâles blancs de 40 ans qui la font. Il y a ce biais-là. Comment vous combattez ça? Comment il faut en avoir conscience? Quel est votre point de vue là-dessus? Je pense que c'est comme toute technologie. Ça te fait rire. Ouais, comme toute technologie, faut pas être BA. C'est-à-dire que là, je vous ai donné une vision très techno-optimiste, mais il faut être conscient de ces biais-là. Il faut être conscient au moment où vous créez de ces biais-là. Nous, on a même fait une série sur les prisonniers, donc pour montrer le fait que quand vous demandez à un prisonnier, généralement, on vous sera un homme noir, et donc c'est un des biais des algorithmes. Donc vous pouvez être créatif pour justement les démontrer, les contourner, etc. Mais ce qui est important, c'est comme tout, il ne faut pas être BA, il faut être critique, il faut être capable de voir les limites de l'outil et de ce qui se vous propose. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a besoin, même dans les entreprises et même dans les entreprises créatives, de conserver et de faire évoluer des vrais talents créatifs. En fait, finalement, ce serait facile de dire on va déléguer toutes les tâches des juniors, on va les déléguer à de l'IA. Donc on arrête de recruter des juniors. Mais si on arrête de recruter des artistes juniors ou des programmeurs juniors, on n'aura jamais les directeurs artistiques quelques années plus tard qui seront capables de contrôler le travail des IA. Donc on a besoin de continuer à conserver, donc recruter, faire évoluer, faire grandir ces talents. Moi, on parlait de biais, mais c'est vrai, moi ce qui m'effraie le plus, c'est que en gros, le bon, et donc le biais, donc pour ces artistes justement, soit appris au travers de l'IA. C'est-à-dire qu'ils prennent comme exemple l'IA pour développer justement leur côté artistique. Et donc du coup, qui se développent pas donc au travers... alors bon, j'ai en tête les grands peintres qui ont exploré plein de styles d'illustration différents, mais qu'on revienne sur un style du coup proche de la Renaissance, un style réaliste, un style agréable, et que du coup ça soit la norme et voilà, et qu'on pousse pas justement ses limites. Et tu as raison là-dessus. Il faut développer ces artistes à à explorer les frontières, quoi, et même à les dépasser. Et c'est comme ça que on arrive avec des produits qui sont originaux et qui sauront se démarquer des 20 000 jeux, c'est ça, qui sortent par an. Mais même pour les romans, et je voulais faire le parallèle, maintenant qu'il y a les livres à l'IA, c'est encore plus, mais avant qu'ils sortent par an, c'est déjà quelque chose comme 1200 livres qui sont publiés, et maintenant sans compter les auto-édités par Amazon. Et pourtant, moi, j'ai eu la chance de faire plein de salons du livre où je vois des auteurs qui étaient auto-édités et qui ont réussi à sortir du lot et qui maintenant sont réellement édités. Et vous allez être surpris, mais ce n'est jamais des auteurs à l'IA. J'en ai rencontré aucun encore, des auteurs qui font ça. J'ai rencontré des auteurs qui écrivaient sur leur BlackBerry dans le métro, mais jamais j'ai rencontré un auteur. Il y a encore des gens qui ont des des BlackBerry? Non. Oui, c'est une auteure auquel je pense, qui écrivait 3 romans par an. Très productive. Mon dernier petit point, ce serait attention à l'écueil de c'est parce qu'il utilise de l'IA qu'il n'est pas un artiste. Il y a des photos super qui sont faites à l'iPhone, il y a des films qui sont faits à l'iPhone. Mondrian, il a fait carré blanc sur fond blanc. C'était pas techniquement incroyable, mais en gros, ça avait du sens dans l'histoire de l'art et sa carrière à lui. Donc attention à l'écueil de se dire ok, c'est parce qu'il utilise des algorithmes qu'il n'est pas un artiste. Bien évidemment, je prêche pour ma paroisse en disant ça, mais en gros, il faut aussi de temps en temps, pour l'art, avec un grand A, dissocier la technique de la création finale, parce que c'est pas forcément lié, et depuis Marcel Duchamp, ça l'est encore moins. Donc garder cet esprit critique propre à l'humain, finalement, c'est ça. Il nous reste 12 secondes. Ça s'apprend à l'école, ça? Vous avez 10 secondes. Ça s'apprend hors de l'école. Ça s'apprend en pratiquant. En lisant et en allant dans les galeries d'art. En étant curieux. C'est le plus beau des défauts.